Bon. J'ai connu Charles quand j'étais une jeune fille de 20 ans et que j'étais l'amoureuse d'un jeune Vénézuélien. Et j'ai connu Charles lui-même sur le bateau qui allait de New York au Havre en 1960 par là. Et donc mon amoureux Antonio, peintre, était un disciple, on va dire, de Charles. Voilà. Et donc moi j'étais dans ce courant-là. J'étais amie de Charles pendant longtemps. J'ai connu juste tout petit, tout bébé. Et voilà. Mais je n'ai pas pris le peyote, moi. Je ne suis pas écrivain. Et donc, il se trouve que Antonio, qui a été donc le père de ma fille, mon mari, lui a écrit quelques témoignages sur Charles. Et un petit peu par hasard, on s'est rencontré avec Daniel et je lui ai fait part de ça. Donc je vais lire quelques fragments comme ça. Donc son livre s'appelle... Son livre s'appelle Délire en Paris, Délire à Paris. Et c'est donc ses souvenirs... Ce sont ses souvenirs entre 1960 et 1965, 66. D'accord. Comme ça. Et donc c'est en espagnol. Oui, c'est en espagnol, donc j'ai traduit un peu les mots des... Il est paru au Venezuela. Il est paru au Venezuela. Il est paru au Venezuela. Enfin, je veux dire, les fragments sur Charles, c'est pas l'essentiel. Ça occupe pas mal de place quand même. Oui, ça occupe de la place. Parce qu'en fait, le livre est aussi dédicacé. La dédicace est la suivante. Pour elle, au pluriel, pour Charles Duitz, pour les poètes de l'insondable qui fécondent ce collage. Voilà. Bon, Antonio est un peintre, un bon peintre. C'est pas vraiment un écrivain. Il a écrit beaucoup, il a insisté. Mais voilà, prenez-le comme ça. Donc, Paris, 22 mars. Il me semble si étrange de ne pas encore avoir nommé dans ses notes l'homme qui a eu la plus grande influence sur moi depuis que je suis arrivée en Europe. Le poète Charles Duitz. Charles Duitz, le maniaque. Charles Duitz, le mystique. Le terrible Charles Duitz. Charles Duitz que j'aime. Le grand Charles Duitz, le pauvre Charles Duitz. Le type qui m'a initié à la symbolique du tarot et m'a fait lire le Tao Te Ching, les portes de la perception, l'infini turbulent, l'autobiographie de Milarepa et le colosse de Marussi. Le camarade qui m'a toujours tendu la main dans les bons et les mauvais jours. Et le premier qui m'est parlé de la valeur sacrée des psychotropes. Aujourd'hui, nous sommes assis dans le salon de sa tour, sur la butte Montmartre. Son épouse nous a laissé l'espace libre pour notre expérience. Et nous attendons que fassent leur effet les boutons de peyote que nous avons mangés il y a une demi-heure. Si nous étions éveillés comme le furent Blake et Gurdjieff, dit Charles avec gravité, nous n'aurions pas besoin de substances psychotropes. Comment as-tu pu avoir ce peyote? C'est pas si facile, lui dis-je. Je ne l'ai pas trouvé à Paris. Je l'ai rapporté de mon dernier voyage aux États-Unis. Quand je suis revenue en bateau sur le Flandre, là où nous nous sommes rencontrés, tu te rappelles, c'est David Hare qui m'en a fait cadeau. Cet ami sculpteur dont je parle dans La fanfare tournante. Lui, il a été le chercher jusqu'en la montagne de l'Arizona. Et il l'a fait sécher au soleil, en suivant les instructions de celui qui l'avait initié, un chaman Hopi, pour qui le peyote est le don de Christ à l'homme rouge. Le mot le plus approprié pour nommer ce que je ressens, ce serait harmonie. Une harmonie inattendue. Parce que Charles m'avait prévenu, au contraire, que je pouvais m'attendre à un malaise purificatoire et à des nausées pendant la première partie du trip. Je vois au contraire avec surprise comment mes nerfs se calment et comment je retrouve
la lucidité innocente de mon enfance. Je ne me soucie plus des grandes questions, ni même des petits problèmes. Peu m'importe de savoir si mon père approverait ce que je fais, ni si j'ai abandonné la psychanalyse par lâcheté ou par autosuffisance. Peu m'importe de savoir si l'Algérie va gagner la guerre, et moi, ma propre guerre contre moi-même. Le peyote me plonge imperceptiblement dans le flux d'un été, de ce miracle qui est de ne pas avoir d'hier et de ne pas se projeter dans un lendemain. Ah, zut! Je dis à Charles, je n'ai pas lu Milton, mais cette histoire, on pourrait l'intituler « Le paradis retrouvé ». Je sens que je récupère quelque chose de mon enfance que je ne peux pas appeler autrement que pureté, quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. La seule chose qui existe vraiment, me répond-il, serein, parce que le reste n'est que superstructure, c'est l'ici et maintenant, c'est ce moment. Le paradis perdu, dont nous avons la nostalgie, ce secret de l'enfance insaisissable, c'est tout simplement que les enfants vivent le présent comme les taureaux, les aigles et les lions. Nous parlons par monosyllabes, nous restons en silence, à contempler, sans juger ou comparer, la gloire des choses simples et ineffables. Un galet poli qui sert de presse-papier et qui pèse délicieusement entre mes mains, frais, poreux. Le bois usé de la grande table, et c'est bien le bois de la table, je le vois comme si c'était la première fois de ma vie. Ces veines sinueuses dessinent un chef-d'œuvre silencieux dans des tons de terre de ciel brûlé et de marron. L'odeur lisse d'une pomme verte et l'odeur douceâtre de la banane mûre, l'oranger d'une orange, le goût agreste d'un fromage de chèvre et le nectar du cidre doux. Si absorbant, intense, magnétique, si cristallin, vivace, beau, significatif, symphonique, digne de tous les adjectifs, et pourtant indescriptible dans leur suprême simplicité. Je me déplace dans une autre pièce et là je constate que, à l'inverse de ce que j'ai ressenti quand j'ai pris le LSD à Madrid, je suis en parfaite possession de moi-même, de mes réflexes, de mes mouvements. Parce que mon noyau central, mon vertex le plus intime est en paix. Et cette paix est harmonie et équilibre. Je tire les rideaux et je m'allonge sur le tapis. L'odeur de chat, de moisi, de vieux livres, une odeur si naturelle mais agréable. Mais ce qui vraiment me fascine, c'est un rayon de poussière bleue qui filtre par le pli du rideau, au fond l'amour et danse des milieux de micro-univers, iridescents, incessants, chatoyants. Et comme elles sont magiques, mes mains, avec leur chaleur et leur poids, et la géographie de leurs lignes et de leurs veines, comme elle est belle, la lumière qui repose entre mes bras et qui tourbillonne en filaments d'énergie pure autour de mon corps et autour de la plante qui pousse sur le balcon, parfaite. Et dans ce crépuscule parfait qui assombrit les mansardes de la butte. Il est déjà 4 heures, me dit Charles, debout à la porte. Il est 4 heures, on devrait peut-être profiter de ce qui reste de lumière pour voir si on peut attraper au vol un peu de printemps. Et moi, encore tout absorbée dans la contemplation des volutes sinueuses et des danses et contredanses uniques et enchanteresses de la fumée de ma pipe, je reste là à le regarder sans savoir si dire oui ou non. Alors il incite, allons-y, il faut que tu vois les gens, tout n'est pas couleur de rose. Pendant qu'il met son imperméable, je le suis du regard et il me semble que sa peau est plus lumineuse et les traits de son visage plus marqués, ce qui lui donne une dignité que je ne lui connaissais pas. Et juste avant de descendre, il me prend par le bras, me regarde fixement, avec un peu d'appréhension, et il me dit d'un air pénétré, « Quoi qu'il arrive, ne perds pas ton calme. » Dehors nous accueille un air tiède et le gris polyphonique des pavés, des murs centenaires et des toits de plomb sous un ciel souriant de nuages légers et immobiles en fond bleu clair. Tout est si pur, la rue solitaire, la fenêtre avec des géraniums rouges flamboyants, la vitrine qui reflète des éclats verts de gris et lilas, tout est si propre, je répète, comme si je le voyais pour la première fois,
Et je ne comprends pas contre quoi Charles me met en garde. C'est alors que, remontant lourdement la rue, nous voyons venir, vêtue de sombre, avec un parapluie sous le bras, une personne qui pourrait bien s'appeler Marie ou Laurette ou Édith ou Colette ou Françoise, mais qui n'a pas de visage. Oui. Ou plutôt dont le visage est un nid où couvent toutes sortes d'idées et de désirs morbides qui la possèdent, avec leur rectus et leurs odeurs fétides, leurs noires envies et leur haine. Quand elle se rend compte que nous l'observons, ses yeux plus goyesques que ceux que Goya a peints, nous fusillent avec tant de colère, de prétention et en même temps de crainte, que je me vois forcée à baisser les miens, rouge de honte pour elle. Oh merde, là je te comprends, Charles. Ce que nous venons de voir n'est pas une hallucination. Cette femme, elle est comme ça. Chacun de nous est ce qu'il pense, la projection de ce qu'il pense. Essaye d'observer les pensées des autres sans tenir compte de tes propres pensées et vois ce qui se passe. C'est un exercice intéressant. Le peyote t'aidera si tu apprends à couler avec les choses à mesure qu'elles surgissent. Sur la place du tertre, à l'ombre de la basilique et des cafés, nous débouchons parmi la foule. Les touristes, les cocottes avec très peu de culottes, en français dans le texte, les restaurateurs, les garçons de café, le peintre des îles Canaries, l'allemand, le catalan, le normand, le type du sud. Des visages ravagés de sommeil, ravagés par leur lutte quotidienne. Des gueules de chiens, agressifs, sournois, morbides. Des visages qui tournent sur eux-mêmes comme des corbeaux sur la mort et qui dégoulinent, tombent à grosses gouttes, seuls, sourds comme un ouragan de gélatine, de morphine, hérissés comme des chats enragés, tremblants comme des os qui s'entrechoquent. Il y a des visages couleur de soufre, et d'horribles entrailles qui pendent de leurs yeux affolés. Il y a des dentiers oubliés dans un frigo. Il y a de l'épouvant, des miroirs qui pleurent dans les chiottes. Et certains fonds de tiroirs horrifiés d'eux-mêmes et de leur triste cassure. Oh Allah, je prie en silence. Esprit de la Kabbale, esprit dantesque dans le ciel gigantesque, esprit du plérome gnostique, esprit de l'amour païen, de la mère aphrodisiaque, de la bonté catholique et mystique, de la bonté incarnée dans un néant. Ramène-moi au néant. Renvoie-moi dans ce néant qui inspire le tout. Nous marchons avec lenteur, alertes comme des tigres. Point n'est besoin de parler pour partager cette aliénation à nos yeux mis à nu. Le peyote nous oblige à plonger dans cette fourmilière informe qui provoque horreur et pitié. Des gens très musclés, aussi efficaces qu'une bonne tuyauterie, qui se meuvent selon un plan et un diagramme. Des hommes plastiques qui ne vont pas se détériorer parce que leurs organes pourront être transformés, greffés, recombinés. Des hommes athlétiques et bien alimentés, avec des boulons entre les vertèbres et montés sur des patins programmés par le système. Des hommes civilisés, immunisés contre la beauté ou la folie, immunisés contre eux-mêmes et contre autrui. Elle est vraiment formidable, la ville, aujourd'hui. À la porte d'une cave, Dracula est aux aguets, en érection, avec ses câlines voraces. Un curé et une bonne sœur se caressent dans un confessionnal, et un ordinateur baise des notaires sinistres parmi les klaxons, les sirènes d'ambulance, le ronronnement des camions et les sifflements des trains. Elle est vraiment formidable, cette fin d'après-midi. Civilisée, européenne, compartimentée. Vive le progrès, la technologie et cette phase des droits de l'homme où des singes avec des micros et des libertins formatés se disputent leur pauvre masse ignorante. Et puis, je suis le 666, le 999, le 0.
Puis l'amour en moi me traverse en entier, vibre dans chaque conduite de mon mental, solide comme une pierre, liquide comme de l'eau,